Donc, pour ma part, je vais poursuivre et vous présenter les différentes thématiques de recherche de notre laboratoire. Voilà, je pense que c'est bon, vous avez le partage d'écran. Donc, c'est un laboratoire qui s'intitule Biologie de l'exercice pour la performance et la santé, que je co-dirige avec ma collègue Alexandra Malgoire, donc de l'Institut de recherche biomédicale des armées, qui est situé donc à Brétigny-sur-Orge, qui a plusieurs équipes, dont le laboratoire PIS, physiologie, exercice, des adaptations en conditions extrêmes. Donc, c'est un laboratoire qui a deux tutelles, une tutelle universitaire et une tutelle du ministère des Armées. Alors, justement, sous l'impulsion du cluster sport, donc il y a 5 ans, on a réfléchi à reconstruire un laboratoire au sein de l'Université d'Evry, en partenariat donc avec l'IRBA, et puis également avec les collègues de l'hôpital sud-francilien, hospitalier sud-francilien, les collègues du CERIT, du Centre d'exploration et de recherche et d'innovation sur le traitement du diabète. Et ça a été une évidence finalement de se rassembler tous ensemble, puisqu'on avait la même approche. On travaillait sur le métabolisme énergétique, sur une approche translationnelle, de l'homme en mouvement jusqu'à des approches cellulaires, ou moléculaires, voire génétiques, ou l'inverse, comme le disait Patrick Kurmi, génétique, moléculaire, et on remonte jusqu'à la cellule et de la physiologie. Donc vraiment, ça a été une évidence de pouvoir travailler ensemble et d'écrire un programme de recherche tous ensemble avec 3 axes dont je vais vous présenter ensuite. Donc ça, c'est le volet au niveau local, au niveau d'Evry, mais l'enrichissement aussi sur le bassin sud-francilien, c'est, comme l'a souligné Hakim Khelaf, les partenariats que nous avons au niveau recherche avec la Fédération française d'athlétisme, mais également avec la Fédération française de rugby qui est située à Marcoussis, et ce sont 2 fédérations avec qui on travaille depuis plus d'une vingtaine d'années en partenariat avec l'INSEP, bien sûr. Donc là, on s'inscrit vraiment sur ce dynamisme au niveau du bassin évryen, et un des partenaires privilégiés de notre UMR, comme l'a rappelé Patrick Kurmi, vraiment qu'on remercie très chaleureusement, c'est Génopôle, avec qui nous travaillons quotidiennement. Comme l'ont mentionné Patrick Kurmi et Hakim Khelaf, l'importance de bouger. Bouger, comme le soulignaient les articles dans Le Monde, donc là, il y en a eu tellement que j'en ai cité que quelques-uns. En 2019, bouger même peu est un réflexe essentiel de survie. Donc vraiment, vous montrer l'importance de l'activité physique, puisque comme il était indiqué dans cet article, la réduction maximale de la mortalité est obtenue avec seulement 24 minutes par jour d'activité intense. Pour les activités moins intenses, c'est 300 minutes, soit 5 heures, voilà, où on se bouge, que ce soit sur du ménage ou de la marche lente, mais l'importance de l'activité physique dans la santé, dans la survie de l'espèce humaine. Et comme l'ont mentionné mes 2 collègues, le manque d'activité physique est crucial à l'heure actuelle chez les adolescents du monde entier, puisque sur 1,6 million d'adolescents dans 146 pays au monde, les chercheurs ont constaté que plus de 80% d'entre eux ne pratiquent même pas 1 heure d'activité par jour. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique majeur. Et comme le définit l'Organisation mondiale de la santé, le bien-être, la santé se définit par à la fois un bien-être physique, donc on peut avoir grâce à la pratique de l'activité physique, hein, donc dans la vie de tous les jours, mais également au niveau mental et social. Et c'est toute l'importance des pratiques sportives qui peuvent aller jusqu'à du haut niveau, des pratiques intensives et des militaires. Donc vous voyez cette dualité entre santé et performance qui, à travers ce continuum, va solliciter tous les organes du corps humain. En effet, je vous ai montré voilà, sur ce bref schéma, en fait, c'est vous qui décidez le mouvement. Donc, quand vous décidez de nager, vous décidez de prendre les escaliers, comme le disait Hakim, vous décidez d'aller à pied à l'école, vous décidez de courir, c'est une activité volontaire et vous sollicitez le cerveau. Et pour ça, vous avez aussi besoin d'oxygène, donc vous allez solliciter le système cardio-respiratoire, donc la circulation sanguine. Donc, vous mettez là encore en jeu d'autres organes. Pour apporter de l'énergie, vous allez avoir besoin d'un contrôle par le système endocrinien, donc vous allez solliciter l'axe hypothalamo-hypophysaire, le foie, vous allez solliciter également le pancréas, mais également aussi le rein. Tout ça pour apporter de l'énergie, le système intestinal à travers l'utilisation des glucides et des lipides pour pouvoir transporter les aliments et les stocker dans l'organisme. Et donc le mouvement in fine, c'est pas seulement le muscle, c'est également tous ces organes, le muscle, les os et les articulations pour avoir un mouvement et pour solliciter l'organisme. Donc vraiment cette importance de prendre en compte que l'activité physique ne sollicite pas uniquement le muscle strié squelettique, mais tous les organes, du corps humain.
Et donc, l'objectif de notre laboratoire, c'est vraiment de travailler sur l'optimisation de la performance, l'optimisation de la performance et la santé chez différents types de populations, que ce soit chez des sujets jeunes, adultes ou des sujets sains et sportifs, mais également des sujets athlètes de haut niveau ou des patients dotés de maladies métaboliques. De plus, pour aller plus loin en termes de recherche fondamentale, nous menons des travaux à partir de modèles animaux. Les différentes thématiques abordées se centrer sur les effets de l'entraînement, l'optimisation de la performance, de la nutrition, mais également de la compréhension des mécanismes de fatigue, et en particulier dans les environnements extrêmes tels que la chaleur, le froid ou encore l'hypoxie en altitude, le manque d'oxygène. On travaille également sur des maladies neuromusculaires ou sur des maladies métaboliques telles que le diabète. Alors, au travers de ce séminaire aujourd'hui, je vais vous présenter donc les 3 axes qu'on a intitulés Homme entraîné. Le second axe s'appelle Homme fatigué, et donc Ken Charlot vous présentera un des projets de recherche. Et enfin, le 3e axe s'intitule Homme pathologique, et mon collègue Olivier Biondi vous présentera également un des projets de recherche au sein de cet axe. Alors, une des caractéristiques, vraiment, c'est d'avoir une stratégie de recherche intégrative et multidisciplinaire qui sollicite à la fois l'homme et l'animal, mais qui passe par des explorations physiologiques, biologiques, génomiques, mais aussi cognitives, comme le mentionnait Patrick Curmi, et d'être aussi en situation écologique, c'est-à-dire sur le terrain, que ce soit chez les militaires ou chez les sportifs, mais aller après sur des aspects beaucoup plus fondamentaux dans le laboratoire. Alors, je vais vous présenter maintenant des projets de recherche que l'on conduit sur l'axe 1, Homme entraîné. Vous avez ici des photos d'adolescents. En effet, il faut 10 ans minima pour, entre guillemets, construire un athlète olympique. Donc, l'entraînement ne démarre pas à l'âge adulte, va démarrer pendant la croissance et notamment pendant l'enfance et l'adolescence. Et donc, sur ces photos, vous voyez des enfants qui ont tous le même âge, mais qui ont des maturités et des croissances différentes. Vous avez ici des filles de 12 ans avec des maturités différentes. Et là, ce qui est encore plus frappant, c'est chez les garçons à 13 ans, vous voyez des petits minots à 14 ans et jusqu'à 15 ans, alors que d'autres ont déjà une corpulence et une maturation d'un adulte. Et donc, un des travaux de thèse qu'on avait entamé avec l'INSEP, l'Université de Clermont-Auvergne et la Fédération française d'aviron, c'était de mieux comprendre pour mieux entraîner et mieux comprendre les effets de la maturation et de la croissance en réponse à des exercices de haute intensité pour pouvoir mieux calibrer l'entraînement. Donc, ça a fait l'objet du travail de thèse d'Alison Diri chez les garçons. Et ce travail a été poursuivi également par Geoffrey Bardin, qui va soutenir sa thèse à la rentrée sur l'impact chez les filles. En effet, tous les travaux, les publications scientifiques portées chez les garçons, il y a très très peu de données disponibles chez les filles, alors qu'elles ont une maturation beaucoup plus précoce que les garçons, une modification de leur masse grasse, alors que les garçons vont avoir une masse musculaire plus importante avec l'adolescence. Donc, d'où l'importance d'aller travailler et de comprendre les réponses métaboliques au cours de l'adolescence et d'avoir ce continuum, de comprendre ce continuum entre l'enfance, l'adolescence et la croissance. Et donc, après validation, bien sûr, de comité d'éthique, vous voyez qu'on peut réaliser des mesures non invasives avec un masque où on peut déterminer les réponses cardio-respiratoires en mesurant la consommation d'oxygène et le rejet de CO2. On peut également avoir des approches sur l'utilisation des substrats énergétiques. Et à partir de micro-gouttes de sang, on peut avoir des biomarqueurs et notamment suivre l'évolution du métabolisme énergétique et de l'équilibre acido-basique, puisqu'en effet, dans le cas des exercices de haute intensité, on a une très forte baisse de pH sanguin et musculaire. Et donc ça m'amène à ce deuxième point de comprendre l'effet des stratégies pour lutter contre cette acidose qui peut avoir des effets importants sur la fatigue. Et avec mes collègues de l'INSEP et de l'Université Victoria de Melbourne, on avait travaillé sur la prise de bicarbonate pour mettre en exergue les effets de l'acidose au niveau cellulaire, moléculaire, mais également après en conditions réelles jusqu'à, vous voyez, des cyclistes élites sur le graphe de gauche, et les résultats ont montré que lorsqu'on prenait les athlètes de haut niveau, donc world class, donc olympique, prenaient des bicarbonates dans le cadre d'un protocole expérimental, on arrivait à réduire la fatigue après des sprints extrêmement intenses. Donc, c'est le résultat bicarbonate. Et donc, ça a vraiment mis en exergue, tous les travaux ont mis en exergue l'importance de la prise de bicarbonate dans le contrôle et le rôle de l'acidose, qui pouvait être à la fois sur les adaptations et sur les réponses à l'exercice. Donc ça, c'est des protocoles de laboratoire. Et puis, en parallèle, d'autres travaux sont sortis dans la littérature et eux se sont intéressés à l'apport de l'alimentation
alimentation acide versus alimentation basique. En effet, si vous mangez plutôt des végétaux, ben, vous allez avoir plutôt une alimentation alcaline, basique, alors que si vous mangez plutôt une tendance acide, telle que de la viande et du fromage, vous allez plutôt avoir une alimentation acide. Et dans cette étude menée par Limer, ils ont montré chez des étudiants STAPS, donc pas chez des athlètes de haut niveau, hein, je précise, qu'on pouvait observer une amélioration de la performance sur 400 mètres lorsque les athlètes prenaient une alimentation alcaline. Donc ça ouvrait des pistes de recherche sur l'impact de l'alimentation pour contrecarrer les effets de l'acidose. Et c'est un travail qu'on a mené, nous, en parallèle avec l'équipe de l'INSEP, en particulier Eve Thiollier, en partenariat avec Saint-Yor, où on a montré, après des efforts de très haute intensité, que le pH pouvait être modulé par la prise de Saint-Yor au décours d'exercices de très haute intensité. Et donc, si on s'intéresse maintenant aux 400 mètres et aux problématiques de la Fédération française d'athlétisme, qui voudrait mieux comprendre la réitération du 400 mètres, puisque maintenant vous avez les relais, vous avez des relais mixtes, vous avez des épreuves de 400 mètres, de 400 mètres haies, les athlètes doivent enchaîner les courses. Et en vue des Jeux olympiques, la Fédération française d'athlétisme a mis un programme de recherche, donc porté par François Chiron, pour mieux comprendre la réitération, donc l'enchaînement série demi-finale, finale des courses, puisque vous voyez que les Français en bleu ont du mal à enchaîner les courses et à améliorer leur performance en finale, à la différence des athlètes étrangers où on a une baisse du chrono, donc une amélioration de la performance. Et donc, l'objectif du travail de thèse de François Chiron, c'est de déterminer des stratégies d'optimisation à la fois hydrique et nutritionnelle, mais également de travailler sur le sommeil pour favoriser la récupération. Et donc, c'est un des enjeux de pouvoir améliorer les stratégies, par des stratégies de récupération, la performance et la réitération d'efforts de très haute intensité. Alors, qui dit courir vite, c'est le cas aussi du rugby à 7. Et donc, c'est un travail également de thèse que nous menons en partenariat avec la Fédération française de rugby. Courir vite, oui, mais dans le cas du rugby à 7, vous avez des actions de collision, des actions de combat, et qui peuvent stimuler le système inflammatoire et créer des dommages musculaires. Et donc, une première étude que mène Maxime Brick, ça va être de déterminer les exigences en matchs internationaux, donc des réponses physiologiques, des réponses biomécaniques, et des actions de combat, mais également les actions de nombre d'intensité, l'intensité, le nombre d'accélération, le nombre de sprints, donc vraiment de quantifier l'action de combat, donc comme je vous le disais, mieux comprendre pour mieux entraîner, et notamment en s'appuyant sur le tournoi olympique, puisque l'équipe de France de rugby à 7 féminine, là encore, on passe chez les femmes, parce que beaucoup de travaux ont été faits chez les hommes, mais très peu sont disponibles chez les femmes. Cette équipe de France féminine a fait vice-championne olympique à Tokyo l'année dernière. Donc, c'est à partir de ce tournoi-là qu'on va pouvoir déterminer tous les paramètres de match pour après aller dans la compréhension des mécanismes à l'entraînement et notamment des actions de combat, voir le rôle que peuvent avoir les actions de combat et de savoir si dans les cycles d'entraînement, comment il faut organiser ces actions de combat, ces actions de collision et les dommages physiologiques qu'il peut y avoir. Donc voilà des extraits de projets que nous menons au sein de l'axe 1, pardon. Et donc maintenant, je vais enchaîner sur l'axe 2, où là, je vous ai présenté les actions finalement liées à l'entraînement. Mais dans l'axe 2, va se rajouter une contrainte qui est l'environnement. En effet, on peut avoir des contraintes combinées, c'est-à-dire le fait d'être performant, garder la santé, mais également de pouvoir supporter soit le chaud, soit le froid, soit le manque d'oxygène. Et ceci peut conduire à des maladaptations, et notamment grâce à la nutrition ou à l'entraînement, on peut essayer de prévenir ces mauvaises adaptations. Alors, on a de nombreux projets de recherche pour essayer de comprendre la réponse au chaud et la réponse au froid, et notamment, il peut y avoir des déséquilibres de la balance thermorégulatrice, c'est-à-dire pour pouvoir réguler notre température corporelle, on a des mécanismes de thermolyse, de dégradation de la chaleur qui se mettent en place, et notamment des mécanismes qui peuvent être altérés par la dette de sommeil et le stress, par la météo qui fait extrêmement chaud, ou par des textiles qui sont trop chauds et donc qui vont altérer les mécanismes de perte de chaleur. Mais également, on peut avoir des altérations des mécanismes de
thermogénèse et avoir une production de chaleur beaucoup plus importante. Et comme l'ont montré les travaux de thèse menés par Pierre-Emmanuel Tardodino, qui a soutenu il y a 2 ans, il a mis en exergue des anomalies du métabolisme énergétique, à savoir en période de chaleur, on a une altération de la voie d'utilisation des lipides. Et ça peut conduire, là encore, à des conséquences et des adaptations au niveau nutritionnel, et de ce dont va vous parler Ken Charlot ensuite. On peut également avoir des mécanismes sur l'anomalie de la régulation de l'activité locomotrice, bien sûr, et puis les cas de fièvre. Et tout ça va altérer la balance de régulation de la température corporelle. Et donc, on a plusieurs projets, dont un qui va être de travailler sur les contraintes combinées, sur la dette de sommeil. En effet, le sportif, le militaire, lorsqu'il est dans les pays chauds, peut avoir une dette de sommeil, peut avoir une altération liée au stress. Et donc, l'objectif va être de travailler sur la tolérance à la chaleur et de pouvoir identifier un test pour après avoir ce test de référence et pouvoir déterminer l'acclimatation à la chaleur du sportif ou du militaire. Ceci va faire l'objet d'un travail de thèse à partir de la rentrée de 2022 pour mieux comprendre les bases biologiques de la mémoire à la chaleur aussi, et puis de prendre en compte la variabilité individuelle, puisqu'en fonction de l'expression de nos gènes, notre polymorphisme, notre aptitude aussi épigénétique, notre environnement, nos adaptations physiologiques, on va avoir tous des réponses différentes. Une des conséquences aussi de la chaleur et qu'on peut retrouver à l'exercice, c'est le coup de chaleur d'exercice, qui est un accident très très grave qui peut aller jusqu'à la perte de conscience, voire au décès. C'est une intolérance à la chaleur. Et donc l'objectif, c'est de détecter ce coup de chaleur d'exercice, que ce soit chez le sportif qui va aller faire un championnat, notamment les championnats de football au Qatar ou les championnats d'athlétisme qui avaient lieu également en ambiance extrêmement chaude, mais aussi le militaire lorsqu'il est en mission dans les pays extrêmement chauds. Donc, c'est de pouvoir détecter ces cas avec des anomalies métaboliques, de comprendre aussi les réponses à l'exercice en hyperthermie et d'identifier des biomarqueurs pour aider à la décision médicale pour qu'on puisse prendre en compte ce coup de chaleur et de déterminer les potentiels risques des individus. Également, nous avons à terme pour projet d'étudier le polymorphisme génétique et également les réponses épigénétiques à la fois en aigu et sur le long terme sur l'acclimatation à la chaleur. Donc après les études épidémiologiques, des études physiologiques, de recherche de biomarqueurs, l'objectif est de pouvoir aider à l'aptitude médicale et à déterminer le risque de coup de chaleur. Je vous ai parlé du chaud. Il y a également des enjeux très importants pour la France sur le froid, des enjeux économiques avec des ressources minières, donc pour la France, des enjeux scientifiques, de mieux comprendre et d'être leader sur les aspects sur le froid, mais aussi des enjeux politiques et militaires, notamment sur l'Antarctique et l'Arctique, où la France a également des bases et se pose actuellement une agitation politique au niveau canadien et russe sur le continent arctique, et donc du coup d'où l'importance également d'être leader sur la compréhension du froid. Et c'est un des gros projets qui est porté par Cyprien Bourillon sur plusieurs opérations. Mieux comprendre l'acclimatation au froid et la tolérance locale au froid, mieux comprendre la prise en charge médicale en ambiance froide, et également s'adapter au milieu polaire à travers la nutrition de textile. Et sur les aspects nutritionnels, ce sera un projet de thèse qui va démarrer là encore à la rentrée sous la direction de Ken Charlot. Donc, plusieurs missions, des missions à la fois sur le terrain. Une mission a eu lieu par l'équipe au mois de janvier à Chamonix. D'autres missions sont prévues au Groenland, mais aussi l'intérêt vraiment de l'IRBA, de la richesse de l'IRBA, ça a été de créer une chambre climatique, une nouvelle chambre climatique où on peut reproduire à la fois des baisses très faibles de température, des fortes baisses de température, mais également se mettre dans des ambiances extrêmement chaudes et de reproduire également les conditions de vent, de reproduire un environnement chaud ou froid en conditions réelles, mais en laboratoire. Donc, cette chambre climatique nous permet de pouvoir mener des expériences de physiologie, des expériences nutritionnelles sur le métabolisme énergétique. Donc, Ken Charlot va vous présenter un de ses projets de recherche, une thématique de recherche, est-ce que la prise alimentaire est modifiée par l'exposition au froid ou au chaud? Le dernier axe du laboratoire s'intitule Homme pathologique, notamment doté de troubles métaboliques. Vous avez des maladies qui sont innées, héréditaires, et d'autres qui sont acquises au cours de la vie. Et donc, Olivier Biondi, avec le soutien de Génopôle, a bénéficié des actions thématiques incitatives de Génopôle, qu'on appelle ATIGE, et va vous présenter donc sous le programme de recherche, notamment les effets de l'exercice physique dans les maladies neuromusculaires, et dont un des postdocs, Malek Kamoun, travaille sur ce programme de recherche.
qui est réalisé en partenariat avec Généton et bien entendu mes collègues de l'IRBA, du LBEPS sur l'université de Génopole. Si on reprend maintenant le cas donc, du diabète, donc c'est vraiment un partenariat très riche que nous avons avec le centre hospitalier sud-francilien, en particulier le CERIT. Nous avons un travail de thèse qui a été mené par Sylvia Franck sur le diabète de type 1. Sylvia va soutenir là d'ici le mois de juillet son travail de thèse sur les effets de l'exercice sur la régulation du métabolique au niveau du pancréas artificiel du diabétique de type 1. Donc le diabétique de type 1, c'est un patient qui dès la naissance, en gros, à son pancréas qui dysfonctionne et qui ne peut réguler la sécrétion d'insuline et donc réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et donc, nos collègues du CERIT ont mis en place avec le CEA de la télémédecine et des pancréas artificiels intitulés Diabeloop et à partir d'algorithmes régulent la glycémie des patients. Donc, c'est bien de réguler la glycémie du patient avec le repas, ça on sait faire, mais maintenant, l'objectif, c'était de pouvoir adapter ces algorithmes du pancréas artificiel en réponse à l'activité physique, en réponse à l'activité physique de longue durée, intense, de la musculation, enfin, différents types de contractions finalement ou d'exercices et de pouvoir vraiment adapter les algorithmes, mais également de pouvoir comprendre aussi les adaptations et la modélisation en réponse au stress. Donc ça, c'est un des programmes qui démarre là maintenant avec mes collègues sur les adaptations de la glycémie en réponse au stress. Par ailleurs, un des gros travaux qui est en cours, qui est en cours en ce moment, c'est sur le diabète de type 2 qui a été retardé malgré le Covid, mais qui se poursuit et qui réunit tous nos collègues de l'UMR sur cet axe 3, qui participent à la détection d'un test prédictif de la réponse glycémique à l'activité chez les diabétiques de type 2. Et c'est d'essayer de vraiment d'individualiser, là encore on est dans la réponse individuelle, et d'essayer d'identifier les patients qui sont répondeurs à l'activité physique, les patients qui sont non répondeurs. Ce n'est pas la peine qu'on dise à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de faire l'activité physique, s'ils ne sont pas répondeurs et s'il n'y a pas d'effet de l'activité physique dessus. Mais au contraire, le but du jeu va être de rechercher des bénéfices et d'essayer de pouvoir adapter, là encore, la réponse individuelle et de pouvoir déterminer les effets de l'activité physique. Un autre travail qui est en cours avec le centre hospitalier sud-francilien et donc sur la partie cette fois qui dérive sur la neuropathie de Charcot, ça a été l'objet de la thèse de Dured Dardari qui a été lauréat des bourses biomédicales de Génopole et qui a soutenu brillamment sa thèse en décembre et qui va poursuivre cette fois en étant co-encadrant de thèse sur les effets de l'exercice modéré à titre préventif ou en tant que thérapie non médicamenteuse pour prendre en charge le diabète de type 2 dans le cadre de la maladie de Charcot, qui est une maladie neuromusculaire. Donc, c'est un travail de thèse qui va démarrer en septembre 2022. Voilà, donc nous, nos actions de recherche alimentent notre offre de formation. Donc, on a une formation, bien entendu, sur les enseignants, mais on a vraiment une offre de formation qui est adossée aux thématiques de recherche du laboratoire avec des licences qui portent sur l'entraînement sportif, l'activité physique adaptée, qui se prolonge par la création de 2 masters que là, on a ouverts en 2020. Ce sont 2 masters internationaux où tous les cours sont en anglais et qui sont adossés Paris-Saclay. On a également la formation continue dans le cadre d'un DU de préparation physique et de réathlétisation pour former des préparateurs, des physiques, des médecins, des kinés, des ostéopathes ou des entraîneurs à la préparation physique dans le cadre de l'optimisation de la performance. Mais nos collègues de l'IRBA interviennent également dans les formations médicales militaires de l'école du Val-de-Grâce, aussi dans le Centre national des sports de la défense à Fontainebleau sur les moniteurs sportifs. On a pour objectif à terme de créer un DU sport santé suite au décret qui est paru en 2017 sur la prescription de l'activité physique dans le cadre des maladies métaboliques. Voilà, donc comme le disait Hakim, l'objectif, c'est donc à travers la création de l'Université Paris-Saclay, où nous sommes membres associés et nous serons membres à part entière en 2025, c'est la création d'un campus Grand Paris Sport qui réunira à la fois le laboratoire, les actions de formation avec le département, les cliniques du sport, mais également les fédérations et les incubateurs économiques. Et tout cela s'inscrit dans la Graduate School Sport, Mouvement et Facteurs Humains que nous avons créée avec l'Université de Paris-Saclay, qui rassemble 7
7 laboratoires, 5 mentions de master et dont nous sommes membres et une école doctorale, bien sûr, pour accompagner les contrats doctoraux. Voilà, donc je tiens vraiment à remercier très sincèrement Patrick Curmi, la gouvernance de l'université, ainsi que le service de santé des armées et la direction de l'IRBA pour leur soutien au quotidien pour le fonctionnement de l'UMR. Remercier tous mes collègues de l'UMR à la fois sur l'université, sur l'IRBA et sur l'hôpital sud-francilien qui, sans eux, cette UMR n'aurait pu voir le jour. Remercier mes collègues du département et puis tous les services supports de l'université qui, au quotidien, nous facilitent le fonctionnement de nos projets de recherche. Et puis, un très grand merci à Génopôle pour son soutien à nos projets de recherche et à l'impulsion donnée par le cluster sport. Je vous remercie de votre attention.